à moi, c'est moi qui les ai plantés. Plantés! Les policiers réalisent alors qu'ils ont affaire à une victime difficile. Une femme qui s'était fait des ennemis presque quotidiennement. Bienvenue à tous. Vous l'aviez sans doute déjà vu des centaines de fois en vidéo. Il s'agit de la Tati Daniel du net. Mais saviez-vous que derrière ce mème se cache une terrible histoire sombre de famille? Je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire de Christiane Roger et du drame qui en découle. Le Perreux-sur-Marne est ce qu'on appelle une commune privilégiée. Située en bordure de la Marne, à seulement quelques kilomètres de l'agitation parisienne, c'est une ville où le calme est une règle d'or, où les jardins sont impeccablement taillés et où les villas de caractère témoignent d'une certaine réussite sociale. C'est ici, au milieu de cette tranquillité presque bourgeoise, que se dresse le pavillon de Christiane Roger. Christiane, 83 ans, est une figure locale, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Tout le monde la connaît, ou du moins tout le monde a déjà entendu ses éclats de voix. C'est une femme de caractère, certains diraient acariâtre, d'autres diraient simplement qu'elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle vit seule dans cette grande maison, une solitude qu'elle semble avoir choisie. Ou peut-être qu'elle a fini par imposer à force de conflits avec le monde extérieur. Le matin du 7 novembre 2012, l'air est frais, typique d'un début d'automne en Île-de-France. Patrick, son homme à tout faire, arrive pour sa visite habituelle. Patrick n'est pas qu'un simple employé. Il est l'un des rares à avoir la confiance de la vieille dame, celui qui gère le quotidien, les petites réparations et qui assure une présence humaine dans ce pavillon qui ressemble parfois à une forteresse. Mais ce matin-là, un détail le frappe dès son arrivée sur le trottoir. Le silence. Habituellement, Christiane est déjà très active, où on l'entend rouspéter après un voisin ou un oiseau. Là, rien. Le portail est fermé. Mais quelque chose dans l'atmosphère semble pesant. Dès qu'il franchit le seuil, une odeur de renfermé et un calme plat l'accueillent. Il appelle, mais pas de réponse. Il progresse dans le couloir, ses pas résonnant sur le sol. C'est dans l'une des pièces principales qu'il fait la macabre découverte. Christiane est là, étendue sur le sol, sur le dos. Elle ne bouge plus, son corps est froid. Sous le choc, Patrick pense d'abord à un malaise, une chute malheureuse, le genre d'accident domestique qui emporte tant de personnes âgées seules. Mais en s'approchant, il remarque des détails qui ne collent pas avec une chute. Le visage de Christiane est marqué. Des hématomes sombres colorent sa joue gauche. Son nez semble dévié. La scène n'a rien de paisible. Alertés immédiatement, les secours et la police arrivent sur les lieux. Le quartier, d'ordinaire si discret, voit défiler les gyrophares. Très vite, les premières constatations du médecin légiste sur place font basculer l'événement du fait divers tragique à l'enquête criminelle. Christiane Roger n'a pas succombé à une crise cardiaque. Très vite, les premières constatations du médecin légiste sur place font basculer l'événement du fait divers tragique à l'enquête criminelle. Christiane Roger n'a pas succombé à une crise cardiaque. Elle a subi une violence inouïe. Le légiste note une côte cassée et, plus grave encore, des traces de strangulation et de suffocation. La mâchoire est fracturée. Elle a été battue sauvagement avant d'être étouffée. À 83 ans, cette femme de petite stature a dû vivre un calvaire terrifiant avant de rendre son dernier souffle. La brigade criminelle de Paris reprend l'affaire. Il commence par analyser la scène de crime. On s'attendrait à trouver un pavillon sans dessus-dessous, les tiroirs arrachés, les placards vidés par des cambrioleurs à la recherche d'un butin facile. Mais il n'en est rien. Les bijoux de valeur sont toujours là, bien en évidence dans leur coffret. L'argent liquide présent dans la maison n'a pas été touché.
Le sac à main de la victime est intact. C'est une anomalie majeure. Pourquoi tuer une vieille dame avec autant de rage sans rien lui voler? Les enquêteurs remarquent alors un détail technique troublant sur la porte d'entrée. Le verrou a été forcé, arraché avec une certaine force, mais il a été sommairement refixé. Ce n'est pas le travail d'un cambrioleur pressé. C'est le geste de quelqu'un qui a pris son temps. Quelqu'un qui voulait que la porte paraisse fermée de l'extérieur pour retarder l'alerte. Qui pouvait en vouloir à ce point à Christiane Roger? Les policiers commencent leur voisinage. Très vite, le nom de Christiane fait réagir. Ah, la dame de la vidéo, demandent certains. Car oui, au Péreux, la réputation de Christiane a franchi les limites du quartier pour se retrouver sur les écrans de milliers de personnes. Quelques mois auparavant, elle était la star d'un buzz. Une vidéo où on la voyait s'en prendre avec une agressivité rare à des ouvriers. Vous devez ici, pas là, c'est tout. Parce que vous aurez des... C'est ce que je vous explique, madame, on va le faire de l'autre côté, pas chez vous. Ah non, non, mais on va pas s'amuser à vous piétiner du terrain chez vous. On a des dents, hein. Non, Celle-là, avec ses recommandés, elle peut se les foutre au cul, hein. Non, mais ça... Elle reste avec. Non, mais madame, ça se fait pas. Et ce gros, ils se prennent pour allons. Mais non, Deux il va lettres pas te faire. recommandées, Nadine Mouk, Nadine Babek. Nadine Mouk, Nadine Babek, c'est quoi ça? Savez pas. Bah, allez apprendre. Les policiers réalisent alors qu'ils ont affaire à une victime difficile. Une femme qui s'était fait des ennemis presque quotidiennement. Entre la piste d'une vengeance liée à sa notoriété numérique et des secrets de famille bien plus profonds, les hommes de la crime savent qu'ils vont devoir gratter sous le vernis de cette banlieue tranquille pour trouver le monstre qui a osé lever la main sur une octogénaire. Le silence est revenu sur le pavillon du Péreux, mais les secrets, eux, commencent tout juste à parler. Pour comprendre ce drame, il faut voir le visage public de la victime. Christiane Roger faisait le tour du monde sous les rires des internautes. Dans le monde d'aujourd'hui, une réputation peut se bâtir en quelques secondes, au détour d'une vidéo filmée avec un smartphone et partagée sur les réseaux sociaux. Christiane Roger en était l'exemple vivant. Pour la brigade criminelle, l'un des premiers réflexes est de taper le nom de la victime dans un moteur de recherche. Et là, c'est le choc. Christiane n'est pas une anonyme. Elle est ce qu'on appelle un mème, une figure virale. Sur YouTube, TikTok et les réseaux sociaux, des dizaines de vidéos circulent sous des titres comme « La mamie la plus folle de France » ou « Tati Daniel en vrai ». On y voit cette petite femme, les cheveux gris, le regard noir, s'en prendre avec une énergie incroyable à quiconque croise son chemin à travers de la vidéo. Nadine Mouk, Nadine Babek. Le fameux Nardine Bébek, une insulte détournée qu'elle répète en boucle et qui est devenue une sorte de slogan pour les jeunes internautes qui s'en amusent sans connaître la femme derrière les cris. Pour les enquêteurs, cette piste est à la fois une mine d'or, mais aussi un cauchemar. Dans les commentaires de ces vidéos, la haine est palpable. Si beaucoup rient, d'autres expriment une rage noire contre cette vieille dame, qui empêche les gens de travailler. On lit des messages comme « quelqu'un devrait lui fermer son clapet » ou « elle finira mal celle-là ». La question se pose alors immédiatement. Et si l'un de ces ouvriers, poussé à bout par des semaines de harcèlement verbal, avait fini par craquer? Ou pire, si un internaute déséquilibré, ayant identifié la maison grâce aux vidéos, avait décidé de passer du virtuel au réel pour donner une leçon à la vieille dame. Le cyberharcèlement a cette particularité de déshumaniser ses cibles. Christiane n'était plus une grand-mère de 83 ans pour ces gens-là. Elle était un personnage de cartoon qu'on adorait détester. Plantez. Plantez. Ah bah oui, j'ai entendu. La police commence alors un travail de fourmi. Ils répertorient tous les chantiers récents autour du pavillon de Péreux-sur-Marne, ils interrogent les ouvriers qui apparaissent dans les vidéos, et on découvre que Christiane ne se contentait pas de crier sur les trottoirs. Elle appelait la police plusieurs fois par jour pour des nuisances sonores. Elle déposait des mains courantes pour un sac de ciment mal placé, ou elle harcelait les chefs de chantier.
C'était une procédure permanente, une guérilla administrative et verbale. Pourtant, malgré la tension évidente, aucun des ouvriers interrogés ne semble avoir le profil d'un tueur. Ils sont excédés, certes, mais ils ont des alibis solides. Pour eux, Christian était une nuisance qu'ils apprenaient à ignorer en mettant leur casque anti-bruit. Les enquêteurs élargissent alors leur cercle. Si ce n'est pas un ouvrier, c'est peut-être un voisin. La réputation de Christian est désastreuse. Elle est en conflit avec presque tout le quartier. Un arbre qui dépasse, une voiture mal garée, un enfant qui fait trop de bruit dans la rue, tout était prétexte à un esclandre. Mais là encore, les policiers butent sur une réalité. S'engueuler avec une vieille dame est une chose. S'introduire chez elle en pleine nuit pour la massacrer en est une autre. Le crime commis chez Christian porte les marques d'une rage très personnelle, presque intime. On ne tue pas ainsi pour un simple conflit de voisinage. C'est alors que la personnalité de Christian commence à apparaître sous un jour plus complexe. Les enquêteurs découvrent que derrière cette façade agressive se cache une femme d'une solitude extrême. Elle n'a pas d'amis, pas de confident, à part Patrick, son homme de confiance. Pourquoi un tel isolement ? Pourquoi cette colère constante contre le monde entier ? On commence à comprendre que cette agressivité est un bouclier, une manière de tenir les gens à distance pour protéger des secrets bien plus anciens. En creusant le passé de la Tati Daniel du net, la brigade criminelle va quitter le monde superficiel des réseaux sociaux pour plonger dans les racines d'une haine familiale qui remonte à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de France. Christiane Roger n'était pas née à Cariâtre. Elle avait été façonnée par un traumatisme que même ses voisins les plus proches ne soupçonnaient pas. Et ce traumatisme allait mener les enquêteurs directement vers ceux qui auraient dû être ses protecteurs, mais qui étaient peut-être ses pires ennemis. Derrière l'agressivité de Christiane Roger se cachait un terrible secret. Un drame survenu pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Christiane est alors une jeune femme. Dans le chaos de la libération, elle donne naissance à une fille unique. Mais cette naissance n'est pas un heureux événement. Cet enfant est le fruit d'un viol, commis par un soldat allemand durant l'occupation. Pour Christiane, cette petite fille est l'incarnation vivante de son traumatisme, le rappel constant d'une souillure qu'elle ne peut effacer. Elle va détester cet enfant de toutes ses forces. Sa propre fille sera toute sa vie traitée comme une intruse, une bâtarde qu'elle n'acceptera jamais. Cette haine viscérale va créer un gouffre entre Christiane et sa descendance. La fille de Christiane finit par mourir prématurément d'une méningite foudroyante, laissant derrière elle sa propre enfant, Chantal Chezot. Le cycle de la rancœur ne s'arrête pas là. Christiane, loin d'être adoucie par la perte de sa fille, reporte toute sa haine sur Chantal. Pour elle, la petite fille porte le même mauvais sang que la mère. Chantal grandit dans l'ombre de cette grand-mère glaciale qui ne lui témoigne aucune affection. Les relations sont quasiment inexistantes, mais elles restent liées par un fil empoisonné, le patrimoine. À la mort du mari de Christiane, 7 ans avant le drame, Chantal hérite d'une part de la maison de Perreux-sur-Marne. C'est le début d'une guerre de tranchées juridiques. Christiane occupe la villa et refuse catégoriquement de la vendre ou de racheter la part de sa petite fille. Elle bloque tout. Pendant ce temps, Chantal mène une vie difficile. Elle est mariée à Patrice Chezot, un surveillant pénitentiaire. Le couple a des enfants, mais surtout, ils ont des dettes. Beaucoup de dettes. Près de 90 000 € de crédit à la consommation qui s'accumulent. Pour eux, la part de la maison du Perreux représente une bouée de sauvetage inespérée. Ils voient cette villa de 600 000 € comme un trésor injustement gardé par une vieille femme qui les méprise. Chantal tente de négocier, de supplier, mais Christiane reste de marbre. Elle se délecte presque de la situation précaire de sa petite fille.
Lors de leurs rares échanges, la vieille dame l'insulte, traite ses enfants de bâtards à leur tour, bouclant ainsi le cycle infernal initié en 1945. Les enquêteurs s'intéressent de près à ce couple. Patrice Chézeau, de par son métier, connaît la violence et les rouages de la justice. Chantal, elle, semble habitée par une rancœur froide. Quand les policiers l'interrogent pour la première fois, elle ne cache pas son manque de chagrin. « Nous n'avions aucune relation humaine », lâche-t-elle. Elle décrit une grand-mère monstrueuse qui les a détruits psychologiquement. Mais l'indifférence n'est pas une preuve de meurtre. Et surtout, le couple a un alibi. Le soir du crime, ils affirment avoir dîné et passé la soirée chez des amis, loin du pavillon. Pourtant, un détail chiffonne la brigade criminelle. Le meurtre a lieu mardi soir. Patrice travaillait-il? Était-il vraiment là où il disait être? Les policiers décident de confronter les déclarations du couple à la réalité technique. Le Perreux-sur-Marne, malgré son allure de village tranquille, est l'une des villes les plus vidéosurveillées de la région. Ce que Chantal et Patrice ignorent, c'est que leur trajectoire ce soir-là a peut-être été immortalisée. Les enquêteurs vont alors entamer le visionnage de centaines d'heures de bande. Ils cherchent une voiture, une silhouette, un signe qui prouverait que la haine familiale a franchi la ligne rouge. Ils vont découvrir que si Christiane était la star d'internet malgré elle, ces assassins, eux, allaient devenir les acteurs principaux d'un film de surveillance qu'ils n'avaient pas prévu. Le couple pensait avoir un alibi parfait. Mais c'était sans se douter qu'ils étaient surveillés par des dizaines d'yeux électroniques disséminés partout dans la ville. Dans le jargon policier, on appelle cela le bornage et la vidéoprotection. C'est le cauchemar de tout criminel moderne. Chantal et Patrice Chézeau étaient persuadés d'avoir été malins. Ils avaient affirmé aux enquêteurs de la brigade criminelle avec un aplomb déconcertant qu'ils n'avaient pas mis les pieds au Perreux-sur-Marne le soir du meurtre. Pour eux, le dossier devait s'enliser dans les conflits de voisinage de Christiane ou dans la piste d'un rôdeur attiré par sa célébrité internet. Mais la ville du Perreux cache bien son jeu. Sous ses airs de province, elle dispose d'un maillage de sécurité exceptionnel. 67 caméras scrutent les carrefours, les entrées de ville et les rues stratégiques. Il ne s'agit pas seulement de regarder les bandes, mais de reconstruire un puzzle temporel. Ils isolent d'abord le véhicule du couple, une voiture banale qui ne devrait pas attirer l'attention. Et pourtant, la magie de la technologie opère. À 21h43, une première caméra capte la plaque. Le véhicule entre dans la zone. Les policiers voient deux silhouettes à l'intérieur, un homme et une femme. Ils se garent à une distance respectable du pavillon de Christiane, sans doute pour ne pas éveiller les soupçons des voisins. À ce moment-là, le couple est encore ensemble. On les voit marcher, silhouette floue sous les réverbères, se dirigeant vers la villa de la vieille dame. Puis Chantal semble s'effacer, rester en retrait ou repartir vers le véhicule. L'œil électronique ne lâche rien. À 23h40, une caméra plus proche du domicile de la victime isole une silhouette masculine. C'est bien Patrice Chézeau. La caméra le filme en train d'enjamber le portail du pavillon avec une agilité surprenante. Il disparaît dans l'ombre du jardin. Le chronomètre tourne. 1 heure passe. 2 heures. Le silence retombe sur la rue, mais l'objectif reste fixe. Ce n'est qu'à 1h46 du matin que Patrice réapparaît. Il ressort de la propriété, marche d'un pas rapide, presque pressé. Il ne sait pas qu'à cet instant précis, son destin est scellé. Les caméras suivantes le filment en train de rejoindre son véhicule et de quitter la ville. L'alibi du dîner chez des amis vient de voler en éclats. Face à ces preuves accablantes, le couple est placé en garde à vue. La pression monte. Patrice, en tant que surveillant pénitentiaire, connaît la chanson.
il sait que nier l'évidence des images le mènera droit à la perpétuité. Il tente alors une manœuvre désespérée. Il avoue, mais il essaye de minimiser. Il raconte alors qu'il est venu seul, que Chantal n'était au courant de rien. Il explique qu'il voulait simplement discuter avec Christiane, tenter une dernière médiation pour la maison, pour que cette guerre familiale qui les rongeait financièrement s'arrête enfin. Mais selon lui, Christiane l'aurait accueilli avec sa haine habituelle. En le voyant, elle aurait hurlé « Qu'est-ce que vous faites là, abruti ?» Elle l'aurait insulté, lui et sa femme et ses enfants. Il dit avoir vu rouge, avoir voulu la faire taire, juste l'empêcher de crier, pour ne pas alerter les voisins. Il raconte avoir pris un oreiller et l'avoir pressé sur le visage de la vieille dame. « J'ai été trop loin », lâche-t-il, en pleurant devant les policiers. Mais les enquêteurs ne sont pas dupes. Un meurtre d'impulsion, lors d'une discussion qui dégénère, ne laisse pas les traces qu'ils ont trouvées sur la scène de crime. Les blessures de Christiane, la mâchoire fracturée, les hématomes profonds, la côte cassée, témoignent d'un déchaînement de violence physique bien avant l'étouffement. On ne fracture pas une mâchoire avec un oreiller. De plus, il y a ce détail technique qui ne colle pas avec la visite improvisée. Pourquoi le verrou a-t-il été forcé puis soigneusement refixé? Pourquoi les fils du téléphone ont-ils été coupés avant même que Patrice n'entre dans la maison? La préméditation commence à transpirer de chaque élément du dossier. Les policiers décident alors de fouiller là où le couple se sentait le plus en sécurité, leur téléphone portable. Et ce qu'ils vont trouver va transformer cette dispute qui a mal tourné en un complot criminel de sang-froid orchestré avec une précision chirurgicale. Il ne s'agissait pas simplement d'un coup de folie face à une grand-mère sans défense. Le meurtre avait été méticuleusement prémédité. Mais les enquêteurs ne sont pas des débutants. Ils savent que le diable se cache dans les détails techniques. Ils reprennent alors l'examen de la scène de crime sous un angle nouveau, celui de la préméditation. Et ce qu'ils découvrent est vraiment glaçant. Patrice n'est pas entré dans ce pavillon pour discuter. Avant même de poser un pied à l'intérieur, il s'est comporté comme un véritable saboteur. Les techniciens de la police scientifique remarquent que les fils du téléphone de la maison ont été sectionnés proprement. Ce n'est pas un acte de vandalisme gratuit, c'est une mesure de sécurité pour empêcher Christiane de composer le 17. Plus terrifiant encore, en examinant le véhicule de la vieille dame garé dans l'allée, les experts font une découverte qui ne laisse aucune place au doute. Les flexibles de frein ont été coupés. Le message est clair. Si Christiane avait réussi à atteindre sa voiture pour s'enfuir, elle se serait jetée dans un piège mortel au premier virage. C'était une proie enfermée dans sa propre forteresse. Mais l'élément le plus accablant, celui qui va faire s'effondrer la défense du couple, se trouve dans leur téléphone portable. En analysant les communications de la nuit du crime, les policiers tombent sur une série de SMS échangés entre Patrice et Chantal. Alors que Patrice est à l'intérieur du pavillon, Chantal reste à proximité ou dans la voiture et agit comme une véritable tour de contrôle. Elle pilote son mari à distance. Elle l'encourage, elle le guide et elle s'assure que le travail est bien fait. Les messages sont d'une froideur chirurgicale. On y parle de la vieille, de la nécessité d'en finir pour que leur problème d'argent s'évapore enfin. L'enquête financière vient confirmer ce mobile sordide. Le couple Chezot est à l'agonie. Avec 90 000 € de dettes, des crédits qui s'accumulent et un salaire de surveillant pénitentiaire qui ne suffit plus à combler le gouffre, ils sont acculés. Pour eux, la villa n'est plus une maison. C'est un chèque de 600 000 € dont Christiane Roger est le seul verrou. Ils ont calculé leurs coûts. Si Patrice tue la grand-mère et qu'ils ne sont pas pris, ils héritent de tout. S'ils sont pris, Patrice en tant qu'auteur matériel prendra la responsabilité totale. L'idée était que Chantal, en restant officiellement innocente,
pourrait tout de même toucher l'héritage puisque la loi française interdit à un meurtrier de succéder à sa victime, mais pas forcément à son complice si celui-ci n'est pas condamné pour les mêmes faits. C'était un pacte de sang. Il pensait que personne ne pleurerait Christiane Roger. Il pensait que son caractère exécrable et sa mauvaise réputation sur Internet serviraient de paravent idéal. Ils imaginaient que la police conclurait rapidement à un crime de rôdeur ou à une vengeance d'ouvriers excédés. En janvier 2015, le couple entre dans le box des accusés de la cour d'assises du Val-de-Marne. Et là, devant les jurés, la haine qu'ils ont cultivée pendant des années va enfin éclater au grand jour, révélant une dernière surprise que la vieille dame leur avait réservée depuis l'au-delà. Et le procès va révéler un coup de théâtre. Christiane Roger avait déjà pensé à sa succession, rendant les calculs meurtriers du couple complètement inutiles. La cour d'assises du Val-de-Marne à Créteil s'apprête à juger Chantal et Patrice Chézot. Le box des accusés semble trop petit pour la haine qui s'en dégage. Le couple, autrefois uni par un pacte de sang et d'argent, commence à se fissurer sous la pression des débats. Patrice, le surveillant pénitentiaire, tente une dernière fois de jouer la carte de l'homme dépassé par les événements, le meurtrier par accident. Tandis que Chantal reste murée dans une froideur qui glace l'assistance. Mais les faits sont têtus. Les experts défilent à la barre pour raconter le calvaire de Christiane Roger. On parle de la force nécessaire pour briser une mâchoire, de la préméditation évidente des fils sectionnés et des téléphones coupés. L'avocate générale ne mâche pas ses mots. Elle décrit un couple qui s'est auto-alimenté dans la haine. Une épouse qui a boosté et piloté son champion de mari par SMS. Elle rappelle que Christiane, aussi difficile qu'elle ait pu être, était une femme de 83 ans, seule et sans défense face à la stature imposante de son gendre. Le moment le plus poignant du procès reste sans doute le silence. Sur le banc des parties civiles, là où s'assoient normalement les proches de la victime pour réclamer justice, il n'y avait personne. Pas un ami, pas un voisin, pas un autre membre de la famille. Le verdict tombe enfin comme un coup près. 18 ans de réclusion criminelle pour Patrice et la même peine, 18 ans pour Chantal. La justice a estimé que la main qui frappe et l'esprit qui dirige sont indissociables. Mais le véritable coup de théâtre, celui qui va transformer cette tragédie en une leçon de morale brutale, survient lors des révélations sur sa succession. Chantal et Patrice avaient tout misé sur cette villa du Perreux-sur-Marne. Ils pensaient que la mort de Christiane était la clé de leur coffre-fort. Ils ignoraient que la Tati Daniel du net avait prévu son coup bien à l'avance. Peu de temps avant sa mort, Christiane Roger, sentant peut-être le danger ou simplement par pur mépris pour sa descendance, avait rédigé un nouveau testament. Elle avait officiellement déshérité sa petite-fille pour tout ce qui concernait sa part de la maison. Elle avait légué ses biens et sa confiance en une seule personne, Patrick, son homme de confiance, celui-là même qui avait découvert son corps. Pour Chantal et Patrice, la révélation est un séisme. Ils ont sacrifié leur vie, leur liberté et leur honneur pour un héritage qui leur avait déjà glissé entre les doigts. En droit français, de toute façon, on ne peut hériter de la personne qu'on a assassinée. Mais savoir que Christiane les avait déjà exclus de son vivant ajoute une dimension ironique et presque surnaturelle à leur échec. Aujourd'hui, le couple n'existe plus. Ils ont divorcé derrière les barreaux, se renvoyant mutuellement la faute de leur déchéance. La villa du Perreux-sur-Marne, ce joyau de 600 000 € qui devait être leur salut, est resté là, comme un mausolée de cupidité. Ce sont finalement leurs propres enfants qui, à leur majorité, ont hérité de ce qu'il restait de ce patrimoine empoisonné. Christiane Roger, elle, aura eu le dernier mot. Même dans la mort, elle a réussi à priver ceux qu'elle détestait de ce qu'ils désiraient le plus, prouvant que sa colère était peut-être son arme la plus redoutable.
La triste histoire de Christiane Roger nous apprend que certaines rancœurs peuvent être meurtrières. Mais le crime, lui, ne paye jamais. J'espère que cette enquête vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter évidemment. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous. On se dit à très vite les amis et prenez soin de vous.